Bonjour et bienvenue sur Parlons-en, le podcast des éditions CEDRAP, éditeur scolaire pour la maternelle et le primaire depuis plus de 35 ans, pour échanger sur les grands thèmes de l'actualité pédagogique. Avec nos invités, auteurs, enseignants, chercheurs et professionnels médico-sociaux, nous partageons les connaissances, expériences et anecdotes de chacun pour envisager l'école et l'enseignement de demain. La coopération, la lecture, l'évaluation, le harcèlement, l'apprentissage sur écran, l'écoute et bien d'autres. Retrouvez et écoutez tous nos sujets d'échange et n'hésitez pas à prolonger les débats en partageant nos épisodes sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Alors au printemps 2020, nous avons lancé Parlons-en avec la CEDRAP, une émission en direct. Depuis, nous avons eu l'occasion d'organiser plus de 20 tables rondes portant sur des thèmes pédagogiques majeurs en lien avec l'actualité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions sur notre chaîne YouTube, ainsi que les versions podcast sur Spotify. Toutes nos émissions ainsi que les contenus de réflexion pédagogique sont disponibles également sur notre site cedrap.fr. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer les liens profonds entre le bien-être et le système cognitif de l'enfant. Une thématique cruciale qui soulève de nombreuses questions et suscite un vif intérêt. Nous avons choisi donc comme thème du jour, qui est particulièrement intéressant et qui mérite réflexion, les liens entre bien-être et système cognitif de l'enfant. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Donc tout d'abord, Pascale Toscani, psychologue et consultante. Vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie cognitive. Pendant 12 ans, vous avez été maître de conférences en psychologie cognitive à l'université UCO d'Angers, puis chercheuse associée à l'IRDEF de l'université de Montpellier. En plus de votre pratique en tant que thérapeute clinique et cognitive, vous êtes directrice du GrainMode, un laboratoire de neurosciences cognitives. Vous intervenez également en tant que conférencière et formatrice dans les établissements scolaires où vous partagez vos connaissances des neurosciences cognitives appliquées à l'apprentissage. Vous intervenez également auprès d'autres structures de formation telles que des avocats ou du personnel soignant. Grâce à votre expertise en psychologie clinique et neuropsychologie, vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à vous, Pascale, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonjour. Alors, nous avons également l'honneur d'accueillir Envela Pinel. Alors, Envela, vous êtes professeure des écoles et directrice d'établissement. Vous portez un intérêt particulier aux thématiques liées au développement de l'enfant et à son bien-être. Toujours à l'affût des nouvelles découvertes dans ce domaine, vous mettez en place des actions de sensibilisation au sein de votre école, tant pour les enfants que pour les adultes. Vous témoignerez de vos expériences concrètes et votre engagement en faveur du bien-être des enfants. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation pour partager vos connaissances et votre vécu. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté de partager vos expériences. Bonjour, merci. Enfin, nous accueillons notre troisième invitée, Jessica Hollander. Jessica, vous êtes certifiée en psychopédagogie positive à la Fabrique à Bonheur, ainsi qu'en systémie familiale chez Carol Gamer. Vous accompagnez les parents et les familles en tant que praticienne en psychopédagogie positive, thérapeute en système familial et formatrice. Vous êtes également une auteure ayant publié plusieurs ouvrages tels que Le petit cahier J'aime apprendre et La crise ado n'aura pas lieu chez Solar ou encore Petit mouvement, grand bénéfice chez Vuber. Merci Jessica d'avoir accepté notre invitation et d'être présente parmi nous. Votre expérience et votre expertise dans le domaine psychopédagogie positive seront certainement nous éclairer sur cette discussion. Merci, bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes les trois. Alors le thème du jour, une émission qui, je suis sûre, va beaucoup intéresser les auditeurs. Donc les liens entre bien-être et système cognitif de l'enfant. Donc peut-être pour commencer, puisqu'il faut bien un départ pour démarrer, on pourrait peut-être dire quelques mots à propos du développement émotionnel de l'enfant, puisque ça part de là, et de l'importance des émotions dans le système cognitif de l'enfant. Alors, je sais pas, peut-être Jessica, quelques mots à ce propos? Oui, alors moi je suis pas du tout scientifique et donc je vais juste apporter
mon observation de ma pratique dans mon cabinet, ce que je constate en effet, c'est que émotionnellement, en tout cas, il est fondamental de prendre en compte les émotions de l'enfant dans son développement et dans son processus d'apprentissage. C'est-à-dire que ce qui est fondamental pour moi, c'est vraiment de se dire que l'émotion a un rôle principal dans le développement, dans l'apprentissage d'un enfant, et que effectivement, il est important de le prendre en considération. Après, la partie comment ça se développe de tout petit à plus grand, je pense que je vais laisser la parole à Pascal, qui va probablement pouvoir nous dire bien plus, pouvoir apporter bien plus d'infos là-dessus. Donc je veux bien prendre la parole. Merci Jessica, vous avez dit aussi l'essentiel. Je crois que c'est important peut-être de donner une définition qui est biologique d'abord, hein. Une émission, c'est une fonction adaptative. Et c'est très important parce que c'est pour le bébé, le nouveau-né, c'est son premier mode d'expression. Et que nous gardons d'ailleurs, hein, quand nous sommes adultes, parce qu'on peut voir des signes qui sont assez visibles, comme la pâleur, la sudation ou l'accélération du rythme cardiaque ou la sensation de chaleur ou de rougeur. Donc ce sont des signes. Et grâce à ces signes, le cerveau nous donne des informations et ces informations vont engager une fonction adaptative, c'est-à-dire c'est ce qui nous permettra de globalement prendre la meilleure décision pour répondre à cette information qui nous vient de l'extérieur. Et donc elles sont très importantes parce qu'elles préparent un comportement et donc elles sont bien effectivement dépendantes des circuits neuronaux, même si effectivement l'environnement a une place prégnante pour la verbalisation et l'intégration de ces émotions. Et donc de fait l'émotion est éphémère. Et donc c'est comme vous le dites, c'est l'expression d'un message, soit pour soi-même, soit pour l'autre. Et alors en général, juste pour terminer pour la définition, parce que ça permet d'éclairer les choses, alors on va parler d'émotions primaires ou d'émotions secondaires, mais qui sont toutes universelles. C'est-à-dire les émotions primaires qu'on voit chez le bébé dès la naissance, c'est-à-dire par exemple la joie ou la tristesse ou le dégoût ou la surprise, sont des choses que les bébés expriment et justement la lecture de ces émotions-là en dira long sur la manière dont il va percevoir la communication. Donc le premier mouvement de vie, ce sont les émotions. Et donc ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'elles sont totalement automatisées, elles sont stéréotypées, elles sont alors à la fois en durée et en intensité par la culture et l'éducation. Et les émotions secondaires, elles ne sont pas toujours conscientes, mais elles sont universelles. Et alors, là, ce qui est intéressant pour l'émotion, et en particulier que ce soit pour nos métiers à toutes les trois au moins, c'est que ces émotions sont partiellement dépendantes de quelque chose que nous ne percevons pas. Donc c'est inconscient. Donc elle renvoie à la question du non accessible ou de non-accessibilité à l'origine, d'où la nécessité de les mettre en mots. Envela, quel est le rôle de l'enseignant justement dans la reconnaissance pour la gestion des émotions en classe ou entre élèves par exemple? Alors oui, je vous rejoins déjà. Ce que je viens d'entendre, ça fait tout de suite écho à ce que je vis au quotidien et à ce qui me semble vraiment très important pour que un élève déjà soit en capacité de rentrer dans les apprentissages. En fait, on est dans une école où tous les enseignants sont très attachés à ce que les élèves déjà prennent conscience des émotions. Hein. En tout petit, on travaille déjà beaucoup ça, à les apprendre déjà, à les reconnaître et puis à pouvoir petit à petit les exprimer. Et puis après, moi, donc là, j'ai des CM1, CM2 cette année. Et c'est vrai que je prends vraiment le temps avec les élèves d'essayer de comprendre éventuellement pourquoi ils ne se sentent pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui les tracasse, et je suis toujours disponible, je leur dis toujours n'hésitez pas à venir me voir pour me partager une inquiétude sans forcément rentrer toujours dans les détails, mais juste au moins le partager, ça fait déjà du bien. Et c'est vrai que je suis assez fière de la relation que j'ai avec mes élèves, une relation vraiment
bienveillante et je pense qu'ils se sentent en sécurité. Et donc je perçois quand même des petites victoires où voilà des élèves arrivent à rentrer dans les apprentissages et à acquérir des notions où des fois ça pourrait être difficile parce qu'à la maison c'est compliqué, parce qu'il y a des soucis divers et variés. Donc voilà, il y a eu franchement une attention très particulière à porter sur les émotions et je pense que c'est vraiment important d'y être attentif parce que ça a un impact vraiment conséquent après sur l'élève, sur sa réussite. Donc voilà. J'imagine, Jessica, que... Ah ben allez-y, vous voulez intervenir? Ouais, non, mais allez-y, Sandra, je vous en prie. Je vais. Non, non, en rebondissant, c'est vrai que je me demandais aussi que tous les élèves, voilà, il doit y avoir aussi certains qui ont des difficultés émotionnelles. Et peut-être vous, vous avez rencontré ces problèmes-là. Oui, oui, tout à fait. Je voulais apporter des informations complémentaires que je rencontre dans mon cabinet. En tout cas, et je parle sous couvert de Pascal qui va peut-être dire ok, c'est juste, c'est pas juste. Ce que j'ai identifié, c'est vraiment que alors l'émotion, c'est l'interprétation d'un événement que l'on va faire, donc c'est très personnel. Donc je vais interpréter un événement et l'interprétation de cet événement va éveiller en moi des manifestations corporelles qui vont ensuite me permettre de mentaliser ou en tout cas de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ensuite, l'important c'est d'apprendre à nommer cette émotion, comme le disait Adjela. Pardon, c'est bien comme ça que ça se dit votre nom, ouais. L'importance de verbaliser, et moi dans le cabinet, c'est vraiment ce à quoi je m'attache, c'est vraiment permettre d'identifier mon émotion dans mon corps, c'est-à-dire de pouvoir l'identifier, l'observer, observer qu'elle est là. Ensuite, la verbaliser pour, comme le disait très justement Pascal, identifier l'information que l'émotion a à me donner. Et souvent, c'est un besoin, l'information derrière, c'est un besoin qui n'a pas été entendu ou pris en compte. Un besoin que j'ai qui n'a pas été entendu ou pris en compte. Donc je pense que dès le plus jeune âge, si nous apprenons à nos enfants à identifier dans leur corps les premiers signaux corporels de l'émotion et donc à reconnaître l'émotion dans leur corps et ensuite la verbaliser, eh bien c'est là qu'une émotion va vraiment pouvoir devenir un allié dans l'apprentissage, parce qu'en fait, une fois qu'elle sera exprimée, qu'elle aura fait son boulot en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est un messager, l'émotion. Donc une fois qu'elle aura donné le message, eh bien je vais redevenir disponible pour apprendre. Donc en fait, si par exemple vous avez des élèves qui arrivent en classe et vous voyez qu'ils sont tristes, en colère, etc., ils vont avoir de base du mal à être disponibles pour apprendre. Donc il est fondamental de pouvoir leur permettre d'observer cette émotion, de prendre ce temps-là. Alors avec la disponibilité que vous avez en tant qu'enseignant, hein, mais je pense qu'effectivement avoir des espaces pour leur permettre d'exprimer leur émotion, c'est important. Je voulais juste rajouter une petite information. Il semblerait que la partie de notre cerveau qui s'occupe des émotions soit mature bien avant le reste de notre cerveau. Ce qui fait que cette partie-là, elle est mature dès notre naissance. Donc l'émotion, elle va s'exprimer comme quelqu'un de mature dès notre naissance, là où la partie de notre cerveau qui raisonne, prend du recul, etc., elle est en cours de développement et donc s'exprime moins tout petit. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut avoir un enfant qui passe du rire aux larmes, etc. C'est qu'en fait, juste, il n'a pas l'espace de prendre ce recul-là pour identifier son émotion, la comprendre. Donc, c'est là le rôle de l'adulte, accompagnant, qu'il soit enseignant, accompagnant comme moi ou comme Pascal, ou parent d'ailleurs, d'apprendre aux enfants à prendre ce recul-là et de leur permettre ça. Donc, pour répondre directement à votre question, et j'arrêterai là, Sandra, en effet, moi, dans mon cabinet, je reçois très souvent, donc, la psychopédagogie positive, c'est quoi? C'est accompagner un enfant, un ado, ses parents, à comprendre
sa propre manière d'apprendre pour reprendre du plaisir et de la confiance en sa capacité d'apprendre. Donc moi, je reçois beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont perdu confiance en leur capacité d'apprendre. Et donc mon intention, c'est vraiment de les reconnecter avec cette confiance en leur apprentissage et avec une dimension très personnelle de l'apprentissage. Et l'émotion entre pleinement dans ce dispositif puisque la manière dont je perçois le monde, elle est très personnelle et l'émotion, elle appartient à cette manière que j'ai de percevoir le monde. Merci Jessica. Peut-être Pascal, vous voulez compléter un petit peu ce qui vient d'être dit et nous expliquer comment ces émotions finalement influencent les capacités d'apprentissage, puisqu'on voit que l'élève, quand il arrive en classe, ben, effectivement, on ne va pas être en capacité d'apprendre de la même manière selon l'émotion qu'il ressent. Oui, vous avez raison. Et alors j'ai une formation de psychanalyste et je dirais que au-delà de l'émotion telle qu'on peut la définir, eh bien l'enfant ne vient pas tout seul. En fait, il vient de parents qui ont eu des parents, qui ont eu des parents, et nous sommes ancrés immanquablement chacun d'entre nous dans une humanité qui nous caractérise. Les émotions des enfants, même si on parle des émotions primaires et des émotions secondaires, ça, ce sont des manifestations, mais ce sont des manifestations de quelque chose que l'enfant a à l'intérieur de lui, ce qu'on appelle l'inconscient. Et que la manifestation d'une émotion peut être aussi, alors elle peut être tout aussi bénéfique, elle peut être explosive. Et pour certains adolescents, d'ailleurs, la manifestation des émotions, ce sont des bombes à retardement. Ça veut dire que c'est ce non-dit qui a été là, cet inexprimé qui a été là, et qui, quand il est enfin autorisé, quand on l'autorise, va se mettre en comportement ou en mots. C'est très très différent selon les enfants, selon les caractéristiques familiales. Est-ce que la parole est autorisée ou pas à la maison? Est-ce qu'elle est autorisée ou pas à l'école, d'ailleurs, qui confond souvent, d'ailleurs, la gestion de ses émotions avec la capacité à se tenir tranquille. Gère tes émotions. En gros, arrête de faire du bruit, quoi. Ou arrête de te mettre en colère. Et du coup, en faisant taire ce type d'émotion, on peut aussi faire taire à tout jamais une parole qui pourtant devrait être dite. Mais pour qu'une parole soit dite, il faut qu'il y ait une écoute. Il n'y a pas d'enfant qui s'exprime s'il n'y a pas l'écoute assurée. On s'exprime quand on sait qu'on est entendu. Et pour reprendre ce que disait Jessica, oui, sur le développement du système émotionnel, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de cerveau émotionnel et de cerveau cognitif comme certains le croient. C'est la même entité, en fait. Il n'y a pas de cerveau émotionnel, il n'y a donc pas de QE comme il n'y a pas de QI. Mais pour pouvoir exprimer les émotions, il faut du langage. Et que les enfants c'est très inégal. Il y a des enfants qui arrivent à l'école maternelle avec 500 mots dans le lexique mental, il y en a qui arrivent avec 5000 mots. Et donc, la manière d'exprimer ces émotions ne peut pas être identique, au moins pour cette raison-là. Et il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre les mots pour les dire, puis il y en a qui les maîtrisent déjà. Mais au bout du compte, quand on les connaît et qu'on les connaît pas, exprimer ses émotions, c'est pas juste mettre en mots quelque chose, c'est exprimer quelque chose qu'au fond de soi-même, qui pose problème ou pas, mais qu'on a au fond de soi-même et qu'on offre finalement à celui qui est en face de nous, l'enseignant ou le thérapeute ou le parent. On offre on offre cette émotion, c'est un don de soi qui est absolument extraordinaire et qui doit absolument être entendu. Et dans la classe, je ne sais pas comment vous faites NVLA, mais quand 30 gamins ont des émotions en même temps pour des raisons toutes différentes, je suis admirative. Quand j'ai un patient, j'en ai qu'un par heure. Vous en avez 30. Good luck. Mais là, peut-être justement un petit témoignage. Oui, effectivement. Après, je pense qu'il y a beaucoup aussi de la personne. Déjà, ça part, je pense, de l'enseignant aussi, comment on est naturellement. Est-ce qu'on est déjà quelqu'un plutôt à l'écoute? C'est vrai qu'on est très différents quand on échange entre enseignants. Voilà, on n'a pas les mêmes visions non plus. Et ça, moi, j'avoue que j'espère vraiment que les jeunes enseignants qui peuvent nous écouter vont être attentifs à ça, parce que pour moi, c'est vraiment une clé importante là pour les années à venir.
Et effectivement, cette année, on a eu 2-3 élèves en petite section qui sont arrivés avec vraiment des gros soucis de langage, avec notamment un qui ne disait vraiment pas grand-chose à part papa, maman et puis des mots, on va dire, de la vie quotidienne. Et donc forcément, c'était compliqué de rentrer en communication, alors avec les autres déjà, mais aussi avec les adultes. Et en fait, ben voilà, on a une jeune enseignante qui a fait un très beau travail cette année, qui est aussi quelqu'un de très attentive aux émotions de l'enfant, au bien-être de l'enfant, et donc qui a su voilà déjà avoir une relation très proche avec la famille, les inviter voilà à bien communiquer avec leur enfant, à prononcer aussi les choses correctement, et puis voilà en classe petit à petit, elle a su déjà créer un environnement très sécurisant, donc l'enfant s'est senti bien, et puis voilà petit à petit par mimétisme aussi il a commencé à capter des choses, hein, et donc il est rentré en contact avec les autres, avec l'adulte, et là aujourd'hui elle se réjouit voilà d'une communication ça y est qui a lieu, où l'élève l'appelle enfin maîtresse, voilà quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est une petite victoire, et voilà, mais c'est vrai que ça questionne quand même aussi sur ces enfants qui arrivent sans qu'il y ait des mots, on va dire un nombre de mots convenables pour un petite section, où il y a voilà toute la question des malheureusement des écrans, hein, où c'est des enfants qui sont nés avec ça et qui se développent avec ça, à notre plus grand regret. Et c'est vrai que quand on échange avec les parents, on s'aperçoit que oui, il y a beaucoup de télévision, il y a beaucoup de téléphones, et qu'en fait on ne parle pas à l'enfant, et on en revient en fait aux émotions. Oui, je comprends pas, oui, mais dès que je lui enlève le téléphone, il fait une crise, quoi. Oui, ça s'appelle la frustration, et il faut y aller, il faut qu'ils comprennent que c'est comme ça, et on sent que en fait on refait un peu découvrir à certaines familles ces émotions qui ne sont pas du tout du coup pris en compte, alors sans porter de jugement sur les familles, hein, mais où en fait elles ne se rendent pas compte tout simplement. Et c'est là où on leur fait comprendre que ça a pourtant une importance considérable après sur les apprentissages de l'enfant, et que c'est important voilà d'y être attentif. Alors j'ai plein de choses encore à dire, mais je parle peut-être beaucoup, mais je reviens à ce que vous disiez aussi, Jessica et Pascal, sur les apprentissages. Et en fait, on voit bien en fait que l'enfant, il a aussi besoin d'apprendre à savoir comment apprendre, parce que il est très souvent en fait il n'est pas amené à découvrir comment il apprend, et donc ça crée aussi des émotions parfois négatives, du découragement, du dégoût, et donc après il faut remotiver ces élèves-là. Mais en fait, si on leur donne pas non plus les moyens de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, en fait ils pourront pas. Donc voilà, moi je trouve ça aussi important de mettre un accent là-dessus. Voilà. Vous avez soulevé plusieurs problèmes. Alors, il y a effectivement le langage, hein, pour pouvoir exprimer les émotions, reconnaître une émotion, le problème des écrans, justement, est-ce que ça les coupe pas des interactions avec les autres personnes, et justement savoir commencer à lire les émotions chez les autres. Il y a peut-être un apprentissage aussi à faire auprès des parents. Jessica, vous, comment vous travaillez ça avec les parents de ces enfants-là, et est-ce que vous avez eu les mêmes problèmes qu'Envela avec ce trop d'écran qui empêche peut-être aussi l'accès à certaines émotions, ou en tout cas à l'expression ou à la reconnaissance? Oui, en tout cas, la question de l'écran est centrale quand je reçois des parents, des enfants et leurs parents dans mon cabinet. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'écran ne permet pas l'ennui ou le rien, qui sont des espaces, à mon sens, fondamentaux pour se préparer à l'apprentissage, pour laisser notre cerveau imaginer, divaguer, sauter d'une idée à une autre.
Et la Angela, vous parliez de la frustration. Je crois que les écrans augmentent l'intolérance à la frustration. Et en tout cas, l'apprentissage de la frustration est beaucoup plus complexe avec un écran. Moi, j'utilise comme outil pédagogique quelque chose que je voudrais vous partager. C'est un site internet. Alors, c'est étonnant de parler d'écran, mais on fait avec le matériel enfin voilà, sujet principal. C'est un site canadien qui s'appelle Pause ton écran, PAUSE. Ton écran, et c'est un site pédagogique sur les écrans qui permet aux enfants et aux parents d'apprendre tout l'impact positif que peut avoir l'écran sur notre cerveau, tout l'impact négatif que peuvent avoir les écrans sur notre cerveau, et comment recréer un dialogue entre les parents et les enfants au sujet de cet écran, et prévoir des moments de pause d'écran, des moments où personne n'a son écran sous les yeux. Il me semble important que ce sujet d'écran soit abordé en famille, parce que l'impact de l'écran sur un cerveau d'enfant est plus important, visiblement, et ça aussi à voir avec Pascal, que l'impact de l'écran sur un cerveau d'adulte, tout simplement parce que la maturité du cerveau, elle est plus élevée enfin la maturité d'un cerveau. Enfin, au bout d'un moment, notre cerveau est mature quand on est adulte, et donc quand il est en train de se construire, l'impact de l'écran est plus important. Ceci étant dit, je pense que notre consommation d'écran, qu'on soit petit ou grand, est une vraie question, et que je crois que en tant que parents, en tant qu'environnement éducatif de notre enfant, eh bien, on est un peu les exemples de nos enfants quand même, et que la manière dont on consomme les écrans en tant qu'adulte et en tant que parents va pouvoir aussi impacter la manière dont nos enfants vont consommer l'écran. Donc moi, évidemment, de manière douce et bienveillante, je demande aussi parfois aux parents, enfin souvent aux parents dans mon cabinet, quelle est leur propre consommation d'écran et comment en famille cette consommation d'écran peut être modifiée, peut évoluer. Pascal, peut-être voudriez-vous compléter un petit peu et peut-être soumettre quelques stratégies qui seraient à mettre en place pour aider les enfants et les parents et enseignants justement Oui, sur ce sujet-là? je reprendrai la question de l'ennui qui a été soulevée par Jessica. Sur le plan tout simplement neurologique, parce que c'est important en particulier pour les enfants dans la classe, puisque vous parliez tout à l'heure à Envela de la nécessité de connaître le fonctionnement du cerveau, et ça ce sont les choses que les enfants comprennent bien, les enseignants évidemment, mais les enfants aussi. C'est ce qu'on appelle le RMD. Le RMD, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Alors c'est quoi ce réseau du mode par défaut? Eh bien, c'est un moment d'ennui. En fait, avant, on appelait ça ennui, c'est-à-dire un moment où l'enfant n'est sollicité par rien. Donc, rien, c'est rien, et surtout pas l'ordinateur, et ni la télé. Et, alors, l'enfant qui joue avec ses Lego, c'est rien. Dans le sens, c'est une prise de conscience de son monde intérieur. Quand adulte, on prépare à manger et qu'on pense à rien et à tout, ça fait partie de ça. Lorsqu'on est dans sa voiture et qu'on traverse la campagne, on pense à tout, à rien, à nos prochaines vacances. C'est du rien en fait. C'est ne pas être soumis à des sollicitations à l'extérieur, ce que fait l'écran de manière absolument incroyable quand l'enfant a une moyenne de consommation assez importante. Et j'étais assez terrassé d'entendre il y a peut-être une quinzaine de jours que pour les enfants de moins de 1 an, on commence à monter à une demi-heure par jour, quoi. C'est juste une catastrophe. Alors, à quoi sert ce réseau du mode par défaut? Eh bien, c'est lorsque le cerveau ne fait rien qu'il travaille le plus. Ça veut dire que, alors ça c'est le premier enjeu. Donc, il y a un exemple qui a été fait, je crois que c'était en Angleterre, au Royaume-Uni, où, par exemple, il y a 2 classes, une classe expérimentale et une classe ordinaire, en fait. Et à cette première classe expérimentale, il était imposé aux enfants un temps d'apprentissage, puis un temps de repos. Donc rien, en fait. On ne propose rien, enfin, on ne demande pas aux enfants d'utiliser leur cerveau. Un apprentissage,
un temps de rien, un apprentissage, un temps de rien. Et c'était sur plusieurs semaines. Et l'autre classe, c'était une classe ordinaire qui avait des apprentissages, des apprentissages et des apprentissages. OK, une récréation, OK, mais bon. Et on s'est rendu compte que les enfants qui bénéficiaient de ce temps de rien, qu'on appelle RMD, entre les apports, eh bien, avaient une mémoire infiniment supérieure aux autres. Pourquoi? Parce que comme pour le sommeil, lorsqu'on intègre un certain nombre d'informations, il faut que le cerveau ne fasse rien pour qu'il puisse faire le ménage. C'est-à-dire faire le tri entre les informations qu'il va juger pertinentes ou non pertinentes. Et ne l'oublions pas que apprendre, ça veut dire oublier. Apprendre, c'est mémoriser. Mémoriser, ça veut dire oublier. Notre cerveau ne peut pas intégrer toutes les informations. Donc, l'ennui est important, et il est important pour une autre raison, c'est que c'est ce qui nous permet la mémoire du futur. On a l'impression que la mémoire, c'est du passé. Mais en fait, la mémoire, c'est aussi le futur. Et quand on se projette vers le futur, c'est imaginer qu'un futur est possible. Et lorsque l'enfant est totalement ancré sur son ordinateur, oui, ancré à son ordinateur des heures et des heures, pour l'adolescence, c'est 7-8 heures, on retrouve les Américains, eh bien, il va avoir un mal fou à se projeter dans le futur parce qu'il est dans l'ici et le maintenant. Et son cerveau peut aussi prendre l'habitude d'être dans l'ici et le maintenant. Et donc, le temps de raisonnement par défaut devrait être de 2 heures par jour. 2 heures, c'est énorme. Qui dispose de 2 heures où il ne fait rien aujourd'hui, alors que c'est fondamental? C'est tellement fondamental qu'on sait que dans 10 ans, si on ne fait rien, ça va être un problème de santé publique. C'est-à-dire que les enfants vont développer des troubles caractéristiques de la psychose, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ça, c'est un risque. Et l'autre risque aussi, et je vais arrêter là, c'est que quand on regarde son écran, on a un rétrécissement visuel qui est orienté vers un écran qui fait quelques centimètres sur quelques centimètres. Et pouvoir mettre cet écran de côté et regarder dehors, regarder, quand on habite en ville, mais regarder dehors, c'est-à-dire un champ de vision extrêmement plus important, ça aussi, ça a des conséquences sur notre système cognitif. Et finalement, donc l'humain s'humanise parce qu'il parle avec des autres humains, et l'humain s'humanise parce qu'il est aussi il y a un lien avec la nature. Et sortons de cet écran, mon Dieu. Il est très important, je ne remets pas du tout en cause l'intelligence artificielle qui est tout à fait fondamentale, et à l'école aussi en particulier. Mais pour humaniser un être humain, il faut le faire sans ça aussi, et peut-être surtout. Là, on voit que tous ces facteurs externes à l'école, finalement, pèsent beaucoup sur ces élèves qui arrivent chargés d'émotions ou justement avec cette difficulté. Alors, comment mettre en place un environnement où on va pouvoir intégrer peut-être des moments de rien, alors qu'on est à l'école? Alors, j'imagine la récréation. Comment mettre en place un environnement où on va avoir, puisqu'on parle de bien-être aussi, je sais pas, vous avez peut-être quelques exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Alors nous déjà, voilà, après avoir travaillé tout au long du cycle 1, donc petite section, moyenne section, grande section, sur vraiment les émotions, hein, les reconnaître en soi, être capable déjà de mettre des mots, et puis leur donner aussi quelques outils pour les amener à les exprimer, parce qu'au début pour les petits c'est pas facile de dire voilà, je suis en colère, comment je peux la sortir en fait de moi. Donc on peut taper des pieds, on peut demander à sortir pour aller crier, enfin voilà. Et puis après, petit à petit, quand on entame le cycle 2, donc à partir du CP, et puis donc nous jusqu'au CM2, mais ça se poursuit après au collège, on a mis en place les messages clairs qui amènent en fait les élèves à se dire les choses concrètement. Voilà, quand tu m'as dit ça ou quand tu as fait ça, voilà ce que j'ai ressenti. Ça m'a procuré de la colère ou de la tristesse. Voilà, on met des mots, on extériorise, et puis ça permet à l'autre en face de peut-être prendre conscience que c'était pas du tout l'effet qu'il voulait produire, et puis de tout simplement s'excuser. On invite vraiment les élèves au dialogue. Et en fait, on se rend compte que c'est juste magique, ça marche, et tout de suite, voilà, ça apaise les choses, et les élèves reprennent finalement classe sereinement. Voilà. Et je pense vraiment que c'est une ambiance à donner, en fait. C'est pas à faire une fois de temps en temps, c'est au quotidien. On le pratique tout le temps, même plusieurs fois par jour. Et on en revient à cette question des écrans, où là j'ai eu un souci la semaine dernière avec des élèves de CM2 qui finalement échangent par le biais d'une application donc sur des téléphones,
et où en fait ça a créé une énorme histoire entre eux, parce qu'en fait quand on parle sur les réseaux, c'est quand même pas la même chose qu'en face, alors que ils habitent finalement les uns à côté des autres, donc c'est quand même très dommage. Et en fait, ça a créé beaucoup de soucis au niveau relationnel. Et donc, j'ai été amenée à intervenir parce que les élèves n'étaient plus disponibles en classe. Et voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est parti de rien, d'une mauvaise compréhension. Et puis, ça a pris des proportions énormes. Donc, j'ai été amenée à prendre le temps avec les élèves de reprendre ça, de mettre des mots, et puis de leur faire prendre conscience que en fait, rien de tel que de se dire les choses concrètement. Donc c'est en fait moi je prends conscience, mais avec du regret quand même, qu'en fait les enfants ne sont pas invités à se parler. Enfin, je trouve qu'il y a un problème au niveau de la communication, et je me dis quelle tristesse, parce qu'en fait vers où on va, quoi. Donc c'est vrai que oui, attention, les écrans, faut vraiment avoir une grande vigilance. Et donc je vous rejoins complètement sur la question de l'avenir, de qu'est-ce que ça va donner si jamais on ne fait pas quelque chose maintenant. Donc on met des temps aussi, donc pour revenir à ce moment d'ennui, de rien, effectivement on y est attentif aussi. Donc rien que chacun avoir un temps de rien en tout début d'après-midi, tous les élèves ont ce temps de rien où ils choisissent en fait de lire ou pas, de ne rien faire aussi, donc là il fait beau, donc c'est chouette, on profite de l'extérieur aussi. Et puis moi je sais que pendant la classe je prépare les tâches qu'on a réalisées, mais bien évidemment que quand ils ont fini une tâche, je suis pas forcément à leur redonner un travail supplémentaire, mais plutôt à leur permettre d'aller prendre un livre, de se reposer. Je leur ai dit vous avez bien travaillé, donc prends-toi quelques minutes pour aller boire, pour prendre un petit bouquin, pour éventuellement relire quelque chose, une poésie, ou ils aiment bien aussi. Mais leur autoriser des temps où on les laisse un peu seuls face à eux-mêmes, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, l'exemple là des messages écrits par téléphone est très parlant. C'est vrai qu'on n'interprète pas de la même manière un texte lu, c'est-à-dire une phrase lue, que quand elle est exprimée avec un visage, une voix, une intonation. Et ça, c'est important. Et je pense que cette expérience leur a peut-être justement montré l'importance du dialogue en face à face. On voit, alors, est-ce que, puisque on va rester un petit peu sur ce thème du rien. Est-ce que, Jessica, c'est facile, est-ce que les adultes, les parents ont conscience de l'importance de ces moments-là, justement, alors qu'on est dans un monde plutôt hyperactif, on travaille beaucoup, quand on travaille pas, il faut les amener dans des activités, etc. Est-ce que le parent sait le bénéfice qu'il y a à trouver ces moments? Alors c'est une très bonne question. Est-ce qu'il le sait, c'est-à-dire avec sa tête? Probablement. Est-ce qu'il arrive à le mettre en œuvre? Certainement beaucoup moins. Je retrouve beaucoup de parents qui sont engloutis par leur quotidien, qui aimeraient avoir plus de temps eux-mêmes de pause, et qui n'y arrivent pas parce que pris dans un espèce de rouleau compresseur. Et en fait, leurs enfants, les suivent dans ce rouleau compresseur-là, avec une multitude d'activités. Alors, je pense que ils savent et ils ont conscience, les parents, un peu plus qu'avant, qu'il est important de prendre ces temps de rien. Donc ça, je trouve que c'est très positif. C'est-à-dire que on a une ouverture, en tout cas moi je le constate dans mon cabinet vis-à-vis de ça. Après, il faut les accompagner dans la mise en œuvre, vraiment. C'est-à-dire s'autoriser à ne rien faire. Mais si nous nous questionnons nous-mêmes, est-ce que en toute authenticité avec nous-mêmes, est-ce qu'on arrive à prendre beaucoup de temps de rien? Peut-être que à cette question, beaucoup d'adultes me répondront oui,
mais probablement qu'il y en auront beaucoup d'autres qui répondront non. Donc je pense qu'effectivement, c'est apprendre aussi soi, en tant que parent, à s'autoriser des temps où je me pose et je n'ai pas une activité. Moi, par exemple, quand j'anime des formations, donc je forme des praticiens ou des praticiennes en psychopédagogie positive, dans la journée de formation, on a des pauses et je leur suggère que pendant ces pauses, ils ne fassent rien. Mais aujourd'hui, avec le Covid et les formations qui sont devenues en ligne, quand ils sont donc chez eux, et donc pendant les temps de pause, ils vont faire des choses qu'il faut faire dans la maison. Et donc la suggestion, c'est, l'invitation, c'est de ne rien faire et d'expérimenter ce rien. Et donc en fait, en permettant à l'adulte d'expérimenter le rien, ça ouvre aussi l'autorisation aux enfants d'expérimenter le rien, sachant que de ce que j'observe, c'est vraiment une observation, c'est très empirique, un enfant a naturellement besoin de ce rien et s'octroie ces moments de rien si on ne les comble pas, si on ne l'invite pas si on le sollicite pas trop, etc. Naturellement, l'enfant va aller vers ces temps de rien. Tiens, oh là là, j'observe la nature, la petite pâquerette, tout ça, la petite abeille, etc. Donc c'est vraiment, je pense, pour les enfants, entretenir ce moment de rien, lui donner vraiment, en tant qu'accompagnant ou en tant que parent, honorer ces temps de rien pour vraiment que l'enfant puisse prendre l'habitude de s'autoriser à en avoir même en grandissant et aux adultes évidemment de s'autoriser à en avoir. Pascal, peut-être vous voulez un petit peu compléter ce qui a été dit et on a parlé au début de la gestion des émotions. Là, on parle un peu plus sur finalement une certaine expression aussi et l'importance de se retrouver et on a parlé aussi des problèmes des écrans. Si je reviens un petit peu sur les émotions, est-ce que par exemple si on parle d'empathie pour la lecture d'émotions, est-ce que ça c'est quelque chose qui est inné? Ou est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place? Voilà. Parce qu'il me semble que c'est aussi peut-être une partie importante dans la lecture des émotions de cultiver l'empathie. Oui, oui. Alors en fait, vos questions sont étonnamment proches, justement, hein. Je vais peut-être pour moi terminer avec effectivement cette nécessité du rien, parce que je crois fondamentalement que c'est parce que l'enfant est avec lui-même qu'il prend conscience de son humanité. C'est pas avec un ordinateur qu'il prend conscience de son humanité, c'est parce qu'il est avec lui-même. Et comme je le disais tout à l'heure, il se raconte des histoires quand les enfants jouent à la voiture, à monter des puzzles ou à jouer à la poupée, enfin tout ce qu'on veut, c'est une question de la relation de soi avec soi-même. Et qu'il y a danger si on ne propose pas ça aux enfants, parce que ça veut dire que si ces enfants n'ont jamais conscience de qui ils sont, parce qu'ils ne sont jamais avec eux-mêmes, parce que leurs cerveaux sont toujours piqués par d'autres, en particulier par les GAFAM, eh bien, je crains fort pour l'intégrité de notre propre humanité. Et sans doute que ça va régaler les transhumanistes. Et je crois que ça a un lien avec l'empathie. L'empathie, si je devais, enfin, je sais pas s'il y a sans doute des personnes définiraient l'empathie de différentes manières, mais c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Et donc il y a de la capacité, il y a de l'empathie affective que l'enfant, c'est-à-dire être capable de sentir ce que l'autre ressent. Et là, les enfants sont capables de le faire lorsqu'ils sont très 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 petits. Oui, aujourd'hui, la science a plutôt tendance à dire que l'empathie est innée, mais l'environnement fait le reste. Pour que l'enfant puisse faire vivre cette compétence innée, comme d'ailleurs toutes les fonctions cognitives, comme la mémoire, l'attention, etc. C'est-à-dire le cerveau naît déjà avec toutes ces capacités-là, toutes ces compétences-là. Nous naissons avec un cœur, avec des poumons, avec des réseaux sanguins, etc. Bref, tout ça préexiste à la naissance. Toutes les compétences cognitives, et je mets dedans les émotions, préexiste à la naissance. C'est pour ça que l'enfant peut avoir ses émotions dès sa naissance, justement. Et donc l'empathie préexiste aussi avant la naissance. Mais pour la développer, comme pour développer la mémoire ou le système attentionnel, l'enfant doit être dans un milieu où l'expression de l'empathie est possible. Mais vous avez des enfants qui vivent dans des milieux où l'expression de l'empathie n'est pas possible, voire elle n'est pas reconnue, voire l'enfant vit dans un milieu malveillant. Et du coup, c'est une manière de lire le monde.
Et même si l'enfant sent l'injustice extrêmement rapidement, c'est une manière de lire le monde. Donc oui, je crois que tous les enfants sont empathiques, mais encore une fois, cette empathie qui est innée se nourrit de l'expérience. Et le manque d'empathie, à l'inverse, vers l'enfant, de la part de l'éducateur, qu'il soit parent ou l'enseignant, peut avoir pour conséquence évidemment des difficultés dans la relation et aussi dans les compétences cognitives. Tout ça va ensemble, en fait. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Donc, elle est innée, elle est fondamentale, elle se travaille à la maison, elle se travaille à l'école, elle se travaille dans la vie, elle travaille aussi dans le milieu professionnel. Et ce qui est très, très étrange d'ailleurs, c'est que c'est Sylvie Choqueron qui dit ça très très bien, et elle dit que finalement faire du bien fait du bien, et que la nécessité, enfin, il est extrêmement important dans les écoles en particulier d'apprendre aux élèves à faire du bien. Et elle fait même le lien entre la capacité pour aider les enfants à faire du bien à soi-même et aux autres, et les compétences cognitives. Et, euh, et, euh, et elle dit d'ailleurs que lorsque l'enfant petit, jusqu'à 2, 3 ans, fait le bien, il rend service sans attendre finalement quelque chose en retour, parce que c'est tellement naturel de faire quelque chose que le code social qui n'a pas encore réellement intégré fait il ne comprend même pas pourquoi on va lui donner un bonbon ou un bon point ou un bout de chocolat ou ce qu'on veut pour le remercier. Il ne comprend pas ça. Et malheureusement, quand il arrive à l'école, alors que ce soit les notes ou que ce soit les couleurs, il va vite comprendre que si je fais quelque chose, je mérite quelque chose au bout. Je crois que c'est l'entrée dans le code social le plus terrible qui puisse exister sur cette planète. Parce que là, du coup, on commence vite à catégoriser les êtres humains, mais en développant l'empathie qui est naturelle chez l'enfant et en lui retournant cette empathie, en plus, il va développer ce qu'on appelle la sollicité empathique, c'est-à-dire c'est ce qui nous incite à prendre soin du bien d'autrui. Donc l'école a un très grand rôle à jouer pour ça. Envela, comment doit se comporter l'enseignant face à un enfant, justement, parce qu'on parle d'empathie? Est-ce que il doit garder une certaine distance émotionnelle? Est-ce qu'au contraire, il doit bien l'exprimer? On voit que Pascal prône plutôt sur une certaine expression, pour donner un exemple, puisqu'il faut donner l'exemple, sinon il n'y a pas cette lecture. Alors justement, dans le quotidien, quand on a 30 élèves, etc., je sais pas, peut-être vous, comment vous vivez les choses avec les élèves que vous avez, avec les plus petits notamment. Alors moi je suis totalement là-dedans, donc je me reconnais et pour moi c'est la clé. Moi j'ai une relation assez proche avec mes élèves tout en gardant une certaine distance en fait, mais ça se fait naturellement dans la mesure où en fait il y a un cadre qui est posé, ils le connaissent. Après voilà, ils franchissent le cadre, bon bah c'est comme voilà les lois qui nous entourent, c'est la même chose. Mais au-delà de ça, dans le cadre, bien évidemment que ils savent que je suis là pour les écouter. Ils savent aussi que moi j'ai mes propres émotions, donc j'hésite pas non plus à leur en faire part. Voilà, un jour où je me sens pas bien, je leur dis voilà, ce matin je suis pas en forme. Voilà ce que je peux ressentir. Donc ça permet à chacun de comprendre en fait l'attitude de l'autre. Et puis ils savent aussi que je sais me mettre à leur place. Donc oui, l'empathie, ça, je l'ai. Je suis quelqu'un d'empathique et je pense que j'invite mes élèves à l'être aussi et je suis plutôt oui contente du groupe classe et de l'ambiance de classe que l'on a parce que mes élèves sont naturellement bienveillants les uns envers les autres et empathiques. Et c'est quelque chose qui est fait au sein de l'école. On est tous très attentives parce qu'on n'est que des femmes à ça. Et oui, on est persuadé de l'importance que ça a. Après, voilà, ça les amène naturellement, effectivement, à s'entraider les uns les autres, à faire aucune différence. En fait, on peut avoir aussi des élèves porteurs de handicap et en fait, naturellement, ils sont tellement ouverts à tout ça que tout se passe bien et puis ils se respectent énormément et voilà.
Il y a des activités scolaires qui, on rapproche, est-ce que ça ce sont des choses qui se font tout au long de la journée, ou est-ce que vous avez des séances en particulier pour travailler sur les émotions, pour travailler sur l'expression des émotions, etc. Alors après là, ça c'est quelque chose que nous on a décidé de mettre en place. En fait, c'est des grandes valeurs aussi de notre école. C'est vrai qu'on est amené à rédiger en fait des projets d'école qui vont avoir lieu sur plusieurs années. Et donc dedans, on y met en fait des grands axes, des objectifs à atteindre. Et ça en fait partie. Hein, le bien-être et la santé, et puis le lien fort qu'il peut y avoir avec les apprentissages. Donc en fait ça c'est au quotidien, en début d'année, voilà, on reprend en fait les choses selon la classe que l'on récupère, et puis on peut faire intervenir aussi des personnes. Donc là, notamment l'année prochaine, on fera certainement intervenir quelqu'un sur tout ce qui est autour du bien-être, de la relaxation, de l'écoute de soi, parce que ça rentre aussi dans notre thème de l'année prochaine. Mais au quotidien, voilà, tout ce qui est les messages clairs. Alors après, selon l'âge, voilà, quand on récupère des CM, ils l'ont déjà vu avant, mais par contre, les CP, ça va être un travail, voilà, à mettre en place. Après, on a d'autres idées aussi. On va mettre en place ce qu'on appelle le banc de l'amitié, mais finalement, c'est juste pour donner suite à des choses qu'on a déjà qui sont déjà existantes en fait, où ils prennent soin les uns des autres. Mais là, ce banc de l'amitié, voilà, ça va permettre de renforcer encore plus les liens, le soutien qu'il peut y avoir avec voilà quelqu'un qui se sent pas bien, qui aurait besoin de parler mais qui n'arrive pas forcément à le faire non plus, c'est pas toujours facile, et qui du coup va aller prendre place sur ce banc et qui va pouvoir voir des élèves venir voilà lui tendre la main et puis être à l'écoute aussi. Il y a plein de petites choses qu'on met en place au fur et à mesure, soit nous en travaillant dessus, voilà, lors de nos réunions, soit personnellement aussi dans nos classes suivant ce que l'on veut faire, et puis dans le cadre de l'école avec nos projets communs et voilà par rapport à nos valeurs communes. Jessica, peut-être vous voudriez compléter. Il y a des stratégies, j'imagine, à mettre en place pour favoriser ce bien-être, que ce soit à l'école, comme on a vu, mais ça peut être aussi à la maison avec l'intervention des parents ou les enseignants. Oui, bien sûr. Alors moi, je crois vraiment, et on est au cœur du sujet, que accepter, reconnaître son émotion pour pouvoir ensuite l'exprimer fait partie en fait enfin contribue au bien-être personnel et relationnel. Et je crois vraiment que alors moi j'utilise plein d'outils, je peux peut-être les partager, des outils très pratiques. Alors il y a des cartes avec plein d'émotions pour réussir à plus facilement verbaliser son émotion, parce que souvent on se rend compte qu'on a un vocabulaire émotionnel assez maigre, et que en fait le développer va nous permettre vraiment d'apprendre à être en relation avec notre émotion. Je me souviens avoir rencontré une institutrice de maternelle qui me disait qu'elle avait installé dans sa classe, et j'avais trouvé ça très judicieux, un Tipeee à émotion. Et donc en fait tous les matins, les enfants pouvaient arriver, exprimer leur émotion dans ce Tipeee. Donc alors elle avait mis des feuilles, des feutres, des coussins pour que vraiment toutes les émotions puissent être exprimées. Et ensuite elle se tenait à disposition, donc ça prenait une demi-heure, la première demi-heure de classe, et pour qu'ensuite ils puissent venir discuter avec elle de cette émotion qu'ils avaient préalablement exprimée. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Alors elle l'avait fait sous forme de Tipeee, ça peut être vraiment fait sous toute forme, et j'avais trouvé ça vraiment super. Il y a aussi un outil qui s'appelle la roue des émotions, qui est très pratique et très accessible.
peut-être que Envela vous connaissez, mais Pascal aussi, mais c'est une roue avec les différentes émotions associées aux différents besoins et associées aux manifestations physiques. Donc en fait, ça permet vraiment de suivre l'émotion, c'est-à-dire qu'ok, j'ai mes manifestations physiques parce que je ressens ça et ça et ça dans mon corps. L'émotion associée, c'est ça, et mon besoin derrière, c'est ça. Et donc ça permet vraiment de comprendre l'émotion, de comprendre ce qui me traverse et ensuite de pouvoir verbaliser ouvertement à l'autre ce qui me traverse. Et je crois que vraiment l'émotion donc fait partie de notre processus de raisonnement. D'ailleurs, il y a un super livre là-dessus qui s'appelle L'erreur de Descartes d'Antonio Damasio qui explique l'importance de l'émotion dans notre processus de raisonnement. Moi, je le recommande. Prendre son temps pour le lire, mais je le recommande parce que ça apporte beaucoup de choses et qui vraiment replace l'émotion dans ce contexte, enfin replace l'émotion dans son rôle, dans tout son rôle. Et je pense vraiment que s'il y avait quelque chose à retenir, c'est là où il y a quelque temps nous laissions l'émotion de côté en pensant qu'elle était plus un handicap ou un frein dans notre développement. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de comprendre et de la remettre au centre de notre développement et notamment de notre apprentissage. Donc voilà, et après il y a plein d'autres outils à créer et plein d'autres outils à trouver. Il y a une dernière chose, un dernier outil très pratique. Il y a des BD qui ont été créés par à l'édition Pour Penser par une dessinatrice qui s'appelle Art Mela et c'est émotion, enquête et mode d'emploi. Moi, elles m'ont été conseillées par un psychiatre. Je les utilise dans mon cabinet et je les partage. Je les utilise comme outils dans mon cabinet. Elles parlent des émotions, des besoins et elles permettent de manière très ludique de comprendre tout ce processus-là. Voilà. Merci Jessica, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. On voit bien que le bien-être finalement, il tourne essentiellement quand même autour des émotions, c'est-à-dire savoir les exprimer, savoir les reconnaître, etc. Je disais donc que les émotions sont totalement liées au bien-être de l'enfant ou de l'élève, enfin, de cet individu, et on voit qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, que ce soit dans le domaine privé comme dans l'école. Peut-être Pascal, un dernier mot justement pour parler du bien-être et voilà, on a vu l'importance aussi du rien, etc. Faire une petite conclusion sur tout ça. Oui, oui, oui. Enfin, je crois que ce qui est très important, parce que même en psychologie ou en psychanalyse, il y a eu quelquefois des doutes où on avait tendance à dire non mais c'est la faute de l'enfant, c'est enfin de faire reposer sur l'enfant quelque chose qui était trop compliqué pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce que l'expression des émotions est vraiment surtout liée à l'accueil de l'adulte. On l'a dit pendant toute cette heure, et que l'enfant est extrêmement dépendant du regard et de l'émotion des adultes. Et donc, le premier peut-être à exprimer ou à devoir exprimer des émotions, c'est l'adulte, parce que si l'adulte accepte d'exprimer ses émotions, eh bien l'enfant en retour va accepter de le faire. En fait, il va cadrer, il va se doser, ou il va mettre son curseur de ce qu'il va pressentir, de ce que l'adulte s'autorise à faire. Et donc le regard de l'adulte est fondamental. Et ça veut dire aussi que l'adulte aussi, lui, doit faire un travail, même s'il n'est pas sur le divan, hein, mais il doit faire un travail pour se regarder lui-même, à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'il exprime ses émotions. Nous avons tous des parts extrêmement extraordinaires dans notre métier, mais on a aussi des parts ombrageuses. Et si on ne va pas voir un petit peu ce qui est ombrageux en nous, c'est forcément quelque chose qu'on va aussi transférer ou expulser dans son milieu professionnel. Et personne n'échappe à ça, qu'on soit enseignant, qu'on soit médecin, qu'on soit psy, même quand dans toutes les professions de relation ou d'accompagnement, personne n'échappe à ça. Pour ce qui relève de l'enseignant, ça permettrait professionnellement d'avoir un regard positif totalement inconditionnel.
enfin, c'est une question de déontologie, c'est une question d'éthique. Quand on ne croit pas en l'autre, quand on ne croit pas au développement de l'autre, quand on ne fait pas attention, quand on n'est pas attentif à ses émotions, quand on n'est pas attentif à ce qu'il est en tant que personne, eh bien, on est dans une faute. On est dans une faute. En fait, on n'est pas dans le déontos, on n'est pas dans la déontologie, on est dans la faute. Faute professionnelle, je veux dire. Hein, faute professionnelle. Vous avez des pays comme le Canada, quand vous dites d'un enfant, bah, il est nul, bah, vous êtes viré. C'est juste interdit. On n'a pas le droit de dire ça. Et c'est tellement juste, en fait. Hein. Donc, ce regard inconditionnel sur l'enfant qui se développe est une question d'éthique. Donc, et je crois que c'est ce qui est prioritaire dans la formation de quel que soit l'accompagnement, quelles que soient les professions d'accompagnement de l'enfant. Nous, en tant qu'adultes, nous sommes derrière et au service de l'enfant, au service de son développement, et ça suppose la maîtrise de nos propres émotions en tant qu'adultes. Merci beaucoup Pascal pour cette conclusion qui est très forte. J'avoue que je savais pas l'histoire du Canada, mais c'est vrai que d'abord soyons modèles, soyons à l'écoute. Peut-être alors un dernier mot Envela, pardon pour conclure également sur l'école et sur l'exemple de l'adulte hein, justement. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord sur ce que je viens d'entendre de la part de Pascal. Hein. Ça commence déjà effectivement par nous, donc l'enseignant en face de nos élèves. Donc déjà accepter de partager ses émotions, de les exprimer et de savoir aussi accueillir celles de l'enfant et d'y donner un temps en fait, d'être à l'écoute. Pour moi, ça c'est une chose essentielle. Et puis après donc je pense que l'enseignant il est nécessaire de mettre en avant le positif déjà toujours voilà ce qui va bien. Il y a toujours des choses qui vont bien donc chez l'enfant c'est voilà ça peut être un élève très pétillant qui certes a des difficultés mais qui va toujours voilà être bienveillant avec les autres, qui va être souriant, qui va être respectueux, poli, enfin voilà, on peut toujours trouver des choses pour valoriser l'enfant et l'aider à prendre confiance en lui, notamment quand c'est un élève qui rencontre parfois des grandes difficultés scolaires. Et puis bah là, il faut aussi réussir à lui venir en aide et à lui donner les moyens d'être justement en réussite. Et donc là-dessus, il y a d'abord le bien-être qui compte beaucoup, de sentir aussi que voilà, il est entouré par des personnes qui souhaitent qu'il réussisse et qui font tout pour qu'il soit justement en réussite. Donc oui, ça me parle beaucoup et c'est effectivement très important pour moi. Et donc ça me conforte beaucoup dans ma pratique et c'est vrai que j'ai aussi accepté cette émission parce que j'avais envie de partager ça avec voilà les enseignants actuels, les futurs enseignants parce que vraiment pour moi c'est un élément auquel il faut être très attentif. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes les deux aussi pour vos éclairages. Plus au niveau voilà scientifique et théorique qui viennent conforter justement la pratique. Donc merci beaucoup. Merci à vous trois en tout cas d'avoir accepté cette invitation. L'heure est passée très vite finalement. On voit bien donc si je repars sur la fin, on voit bien combien l'adulte a un impact très fort pour le bien-être de l'enfant, justement en étant un modèle. Alors on a parlé des écrans, soyons déjà un modèle sur le temps passé sur les écrans, en étant empathique aussi envers l'élève et enfin envers l'enfant, pour que lui-même puisse derrière savoir ce que c'est que l'empathie et le travailler, l'exprimer aussi, bien sûr. J'ai beaucoup aimé aussi la phrase de Pascal où c'est être avec lui-même qui prend conscience de son humanité en parlant de l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est important. Donc, l'importance du rien, de passer du temps, effectivement, à ne rien faire pour pouvoir se recentrer. Et c'est là où il va justement apprendre le plus. Et le langage, bien sûr, pour les plus petits. Peut être une barrière dans l'expression des sentiments, des émotions, même s'il y a d'autres leviers, le dessin, etc. Et on va les accompagner justement à pouvoir exprimer. En tout cas, vous avez donné toutes les trois des exemples très concrets. Je suis sûre qu'ils vont aider
des exemples aussi à suivre et en tout cas beaucoup d'éclairage. En tout cas, moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être transposées même dans l'entreprise, même à titre privé, etc. On est tous confrontés à l'expression des émotions, à la lecture d'une émotion, et tout ça contribue au bien-être de chacun, pour un meilleur apprentissage chez les enfants, pour une meilleure un meilleur quotidien dans son travail, dans son domicile, peu importe, mais en tout cas l'importance du bien-être est intimement liée aux émotions. Donc merci en tout cas à vous trois pour tout ça. Et puis j'espère que voilà, vous allez être nombreux à regarder l'émission et à la faire connaître. Diffuser ce thème-là, je pense qu'il sera porteur pour chacun, que ce soit les futurs enseignants, les parents. Il y a plein d'exemples qui ont été donnés et plein d'éclairages aussi sur les fonctionnements que Pascal aussi nous a donné, et Jessica par ses pratiques avec les parents et les élèves. Merci à vous trois et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.